Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Vous trouverez ici au fur et à mesure plein de vidéos sur plusieurs thèmes différents. Des délires, du unboxing, du gaming, du doublage. Enfin bref, la liste est longue, mais je suis sûr que vous ne serez pas déçus. En tout cas, je vais donner le maximum pour ne pas vous décevoir. Soyez indulgents pour le son, je reçois bientôt du nouveau matos et je vais vous régaler les amis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager et à réagir dans les coms. Allez, c'est parti! Les univers parallèles, ou les voyages dans le temps, sont-ils une réalité? La plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire qu'il ne s'agit là que de fiction. Et pourtant, il existe une histoire très étrange qui a eu lieu en 1954 au Japon. Au mois de juillet 1954, un homme à l'apparence plutôt ordinaire arriva à l'aéroport de Tokyo. Seulement en regardant son passeport, les douaniers remarquent quelque chose de vraiment inhabituel. Il y est écrit que ce mystérieux touriste était originaire d'un pays totalement inconnu, appelé Taured. Le plus étrange, c'est qu'il ne s'agissait pas de falsification. Son passeport était authentique. De plus, comme l'indiquait ce document, il avait déjà visité de nombreuses villes dans le monde, dont Tokyo sans aucun problème. Étonnés, les autorités demandent à l'homme de leur montrer sur une carte du monde la localisation de son pays. Sans hésiter, le voyageur a pointé du doigt un endroit situé à proximité de la principauté d'Andorre. Remarquant que son pays ne s'y trouvait pas, l'homme a commencé à s'énerver et avait l'air confus. Plus surprenant, l'homme certifie n'avoir jamais entendu parler d'Andorre. Il a également affirmé que son pays existe depuis plus de 1000 ans. Les autorités sont restées perplexes. Et le temps de faire la lumière sur cette affaire, ils ont décidé de le placer dans une chambre d'hôtel soigneusement protégée par 2 gardes placés juste devant la porte à l'extérieur. Lors de l'enquête, ils apprennent que la société dans laquelle l'homme prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de lui, bien qu'il possédait des documents prouvant le contraire. Quelque temps plus tard, les autorités entrèrent dans la chambre d'hôtel et constatent que l'homme s'était littéralement volatilisé. La police arrivée sur place certifie qu'il était impossible qu'il ait pu s'échapper par la fenêtre, ou même franchir la porte. L'homme provenait-il d'un univers parallèle? C'est la théorie la plus souvent admise dans cette curieuse affaire. Un soir de juin 1950, un homme habillé de façon étrange est aperçu à Times Square, à New York. À l'époque, le capitaine de police Hubert Ream était chargé des recherches sur les personnes disparues. Il se souviendra de ce cas mystérieux. L'homme paraissait âgé d'une trentaine d'années, fut aperçu au milieu de la foule qui sortait d'un théâtre. Il était environ 23h15. L'homme en question portait des vêtements d'un autre temps. Un chapeau haut de forme, une jaquette avec une rangée de boutons dans le dos, un pantalon collant à carreaux blancs et noirs, sans plis ni revers. Il était chaussé de souliers montants à boucles. Personne ne l'a vu descendre dans la rue. Les témoins disent l'avoir vu immobile au milieu du carrefour, regardant d'un air effrayé les feux rouges. Sans vraiment prêter une attention particulière à la circulation, cet homme décidera de traverser la route et se faire renverser par une voiture qui le tua sur le coup. Un policier en faction à l'angle de la rue le remarqua, mais c'était déjà trop tard. On emporta donc son corps à la morgue où tous ses objets furent examinés. Il avait une pièce de bronze démonétisée, 70 $ en billets anciens et une lettre adressée au porteur et portant le cachet postal de juin 1876. Avec quelques cartes de visite portant le nom de Rudolf Fens, résidant dans la 5e avenue, les premières recherches permettront d'établir que l'adresse de la 5e avenue correspondait à un magasin dont les propriétaires diront ne pas connaître Rudolf Fens. Mais le capitaine de police, qui avait été intrigué par l'accoutrement du personnage, continuera ses recherches qui l'emmèneront jusqu'à un annuaire de 1939, où apparaissait un certain Rudolf Fens Jr. et son adresse. Le policier se renda à l'adresse et là, il apprendra que M. Rudolf Fens Jr. était un homme d'une soixantaine d'années qui travaillait dans une banque du voisinage. En 1940, il avait pris sa retraite et avait déménagé. On lui explique qu'il était mort 5 ans plus tard, en 1945, mais que sa veuve était toujours vivante. Celle-ci, en réponse à une lettre de Ream, lui écrivit que le père de son mari avait disparu en printemps 1876. Madame Fens n'aimait pas que son mari Rudolf Fens fume à la maison. Donc il sortait tous les soirs pour fumer avant d'aller se coucher. Mais un soir, il ne revint pas. Sa famille fit de recherches sans trop de succès. Le capitaine Ream découvrira par la suite qu'effectivement Rudolf Fens se trouvait sur une liste des disparus de 1876. Au moment de sa disparition, celui-ci avait 29 ans. L'âge et la description des vêtements qu'il portait le soir de sa disparition en 1876 correspondaient avec ceux de la victime de Times Square en 1950. Un voyage dans le temps de 74 ans, Rudolf Fens fut un voyageur du temps malgré lui.
Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, 9 skieurs et randonneurs expérimentés ont perdu la vie dans d'étranges circonstances dans la chaîne de montagnes de l'Oural située en Russie. Le but de l'expédition était d'atteindre Otorten, une montagne à 10 km au nord du lieu où allait se produire le drame. L'absence de témoins oculaires a donné naissance à de nombreuses spéculations. Des enquêteurs soviétiques déterminèrent uniquement qu'une force irrésistible inconnue causa la mort de ces personnes. Les enquêteurs supposèrent que les randonneurs sortirent de leur tente nu-pieds dans la neige. Leur corps ne présentait pas de signes de lutte, mais 2 des victimes présentaient des crânes fracturés, 2 des côtes cassées, et il manquait la langue de l'une d'entre elles. Selon certaines sources, les habits de 4 des victimes présentaient des niveaux élevés de radiation. Toutefois, ce dernier fait n'est pas mentionné dans les documents contemporains du drame, et cela n'apparaît que dans ceux postérieurs. Après les funérailles, les parents des morts affirmèrent que la peau des victimes était d'une étrange couleur brune. Un autre groupe de randonneurs se trouvant à environ 50 km au sud de la montagne ont affirmé avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel au nord la nuit du drame. Des sphères similaires ont été continuellement observées à Yvdel et dans ses environs de février à mars 1959 par plusieurs témoins indépendants, y compris par le service météorologique et les forces armées. En février 2013, une étudiante en médecine de 21 ans, originaire de Vancouver, a été retrouvée morte à l'intérieur du réservoir d'eau de l'hôtel Cecil à Los Angeles. Une caméra de surveillance de l'ascenseur a enregistré le comportement erratique de la jeune femme quelques instants avant de perdre la vie. Dans la vidéo, on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle attend ensuite que quelque chose arrive, mais pour une raison quelconque, la porte de l'ascenseur ne ferme pas. Elle regarde autour d'elle comme si quelqu'un l'attendait. Elle semble aussi parler à quelqu'un. Après la scène étrange dans l'ascenseur, elle a apparemment eu accès au toit de l'hôtel où elle a grimpé dans le réservoir d'eau et a fini par se noyer. Son corps a été retrouvé 2 semaines après l'incident lorsque les clients de l'hôtel se sont plaints d'une odeur et de la couleur de l'eau. Selon le rapport officiel, elle aurait vécu un épisode maniaque caractérisé par une modification de l'humeur et la survenue de certains symptômes.